Madame, Monsieur, bonsoir. Un face-à-face poignant entre Michel Noir et son gendre Pierre Boton à Lyon. Michel Noir et Patrick Poivre d'Arvor ont répondu aux accusations de l'homme d'affaires. Le maire de Grenoble, lui, reste en prison. Alain Carignon espérait une remise en liberté. Ses avocats ont décidé ce soir de saisir la Cour de cassation. Au moins 15 000 personnes en ce moment même porte de Versailles à Paris. Jacques Chirac présente son projet présidentiel. Priorité à la lutte contre le chômage. Il attaque sans jamais le nommer Édouard Balladur sur son bilan. Jacques Toubon, ministre du gouvernement Balladur, mais proche de Jacques Chirac, sera notre invité. Les départs en vacances, les stations de sport d'hiver déploient des trésors d'imagination. 800 000 vacanciers quittent la région parisienne ce week-end. Et puis du sport à la fin du journal avec le tennis et la préparation de l'équipe de France de rugby avant le France-Écosse de demain dans le cadre du tournoi des 5 nations. Les chroniqueurs judiciaires s'attendaient à une journée animée au procès Boton à Lyon. Ils n'ont pas été déçus. Michel Noir a très directement répondu aux attaques de son gendre Pierre Boton et Patrick Poivre d'Arvor a mis en cause l'ancien ministre socialiste du budget Michel Charasse. À Lyon, Michel Fine et Jacques Gérard. Le tribunal a feuilleté les pages de ces années où Pierre Boton était, selon l'expression même de Michel Noir, un ami intime de la famille. Aujourd'hui, tout est brisé. À la barre, Pierre Boton décrit comment il a, selon lui, façonné l'image du maire de Lyon. Comment, par exemple, il a négocié les invitations dans des émissions télévisées. En 1983, martèle Pierre Boton, qui pouvait imaginer le parcours politique de Michel Noir? J'étais à côté de Michel Noir depuis 1982. Je crois que la vérité commence à apparaître. J'en suis heureux. Jusqu'ici, on parlait de Boton. Il me semble que c'est de moins en moins le procès Boton. Calmement, Michel Noir réplique. Je conteste que quelqu'un d'autre que moi ait été à l'origine de mon ascension politique. Pierre Boton, dira plus tard Patrick Poivre d'Arvor, me donnait l'impression d'être un homme très influent auprès de Michel Noir. Il y avait entre eux de vraies relations d'amitié. Nul ne conteste que Pierre Boton ait été un moment à ses côtés, mais Michel Noir n'a pas attendu Pierre Boton pour être Michel Noir. Ça, c'est évident. À l'intérieur de la salle, l'ambiance tourne au mélodrame. Pierre Boton sanglote. J'ai passé Noël 92 en prison. Je n'ai même pas reçu un mot de mon beau-père. Michel Noir exhibe alors un journal intime de sa fille, où Anne-Valérie Boton se plaint de l'attitude de son mari. Côte à côte, à la barre, le beau-père et le gendre se déchirent sous les yeux grands ouverts du public. Nous retrouvons Dominique Verdeillan en direct du Palais de Justice de Lyon. Dominique, vous avez suivi cette audience tout au long de l'après-midi. Il y a l'affaire strictement financière, mais aussi des rapports très tendus sur le plan humain entre les trois prévenus. Oui, une audience qui est en train de se prolonger d'ailleurs actuellement pendant ce journal. Nous avons effectivement été les témoins d'une tragédie familiale, d'un grand déballage entre un maire et son gendre. Il y fut question, on vous l'a dit, de trahison, de chantage, de pression. On a été loin plusieurs fois cet après-midi du dossier proprement dit. Mais nous avons également été témoins d'une amitié quelque peu fissurée par la justice, celle entre Pierre Boton et Patrick Poivre d'Arvor. Les deux hommes se tutoient, s'appellent par leur prénom, se respectent. L'un était fasciné par le présentateur de télévision et le journaliste reconnaît qu'aveuglé par l'amitié de Pierre Boton, il ne s'est pas posé de questions sur le pourquoi de cette générosité. Résultat, les bons comptes aujourd'hui ne font plus forcément de bons amis et il a fallu éplucher publiquement les 535 000 francs de faveur. Patrick Poivre d'Arvor et Pierre Boton sont d'accord sur 2 points. Patrick Poivre d'Arvor, le journaliste, ne connaissait pas l'origine des fonds et il n'y a eu aucune contrepartie. Que reste-t-il d'autre, me direz-vous également, de commun entre les deux hommes? Eh bien, la mise en cause énergique de Michel Charasse. L'ancien ministre du Budget est accusé par Pierre Boton de l'avoir lâché, et ce à des fins politiques. Quant au journaliste de TF1, il déclare, je cite, « Michel Charasse avait sur son bureau des dossiers, des bombes susceptibles de mouiller plusieurs personnalités des médias. » Vous vous en souvenez, il y a 3 jours, on se demandait si ce procès allait s'arrêter. On se demande ce soir jusqu'où on va aller. Merci beaucoup Dominique. À noter que l'avocat de M. Michel Charasse vient de nous faire parvenir un communiqué. M. Charasse rappelle que pour avoir déclaré dans la presse que le dossier fiscal de la société Vivien avait été transmis à la justice pour des motifs politiques, Pierre Boton a été condamné pour diffamation envers un ministre au mois de mars dernier par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. À la prison de Lyon, cruelle désillusion pour Alain Carignon. Le maire RPR de Grenoble reste incarcéré. Décision de la Cour d'appel alors que le parquet avait demandé sa mise en liberté. Les avocats d'Alain Carignon ont ce soir formé un pourvoi en cassation.
Il est en prison depuis le 12 octobre dernier pour corruption passive. Depuis, d'autres élus ont été mis en examen et l'enquête met progressivement à jour un système de pots de vin. Les révélations délient les langues et certains chefs d'entreprise de la région n'hésitent plus à parler. À Grenoble, Thierry Curté et Dominique Merlin. L'entreprise Chambard est bien petite. Avec ses 70 salariés, c'est l'une des dernières indépendantes du département de l'Isère. Toutes les autres ont été rachetées par de grands groupes. Sa spécialité, le bitume. Depuis de longues années, elle postule pour les marchés attribués par le Conseil général que préside Alain Carignon. Elle n'a jamais pu percer, devant se contenter de moins de 1% de ses marchés. Et même pour cette simple participation, elle a dû en passer par le système. Compte tenu que nous participions, nous avions effectivement à nous acquitter d'un certain nombre de formalités. Pudiquement, vous appelez ça des formalités? Qu'est-ce que c'était que ces formalités? Pudiquement, 1% en liquide et 3% en facture. Versé à qui? Versé comment? Versé sous forme d'enveloppe et de facture aux gens qui nous le demandaient, à savoir l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez. La note, la voici. Pour 89, l'entreprise réalise un peu plus de 3 millions de francs de travaux hors taxes. Elle verse 30 000 francs en liquide, un peu plus de 92 000 francs sur facture, et ce pour participation à la promotion de la station de l'Alpe d'Huez, dont le maire Jean-Guy Cupillard est l'adjoint d'Alain Carignon au Conseil général. Et malgré la loi de 90 qui réforme ces pratiques, cette taxation durera plusieurs années. Elle va ensuite se sophistiquer. C'est à cette époque-là, effectivement, que notre secteur d'activité s'est restreint des 2 tiers. Puisqu'effectivement, n'ayant pas de comptabilité ouverte à l'étranger, nous ne pouvions pas effectivement nous acquitter de ce qui était demandé. Une comptabilité ouverte à l'étranger comprenait des filiales dans des paradis fiscaux. Dès lors, c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. En 1993, l'entreprise porte plainte contre ces méthodes. Elle est la première à le faire et à dénoncer le système de l'intérieur. Et puis dans l'affaire Urbac qui concerne cette fois les finances du Parti socialiste, Henri Emmanuelli et André Léniel sont renvoyés en correctionnel pour le volet marseillais de cette affaire. Là encore, leurs avocats ont l'intention de demander à la Cour de cassation de trancher. La politique maintenant sans les affaires. 4 jours après le Croire en la France d'Édouard Balladur, Jacques Chirac dévoile en ce moment même son projet présidentiel, la France pour tous. Plus de 15 000 personnes rassemblées à Paris, porte de Versailles, pour ce premier grand meeting de campagne. Sur place, l'ambiance avec Véronique Saint-Olive et Jean Cornu. Jacques Chirac a voulu cette réunion immense et débordante, comme pour se situer d'entrée de jeu sur la forme comme sur le fond, à l'exact opposé d'Édouard Balladur. Tout est fait pour qu'il y en ait de l'enthousiasme, des tripes, de l'ambiance, comme pour une fête populaire. Jacques Chirac joue la corde affective, mais à travers ses troupes toutes acquises, le candidat à l'Élysée a l'ambition de s'adresser à tous les Français pour leur parler de son projet, qui se veut l'antithèse du programme d'Édouard Balladur, pour dégager des priorités là où il n'a distingué qu'un catalogue de mesures. Les réformes ébauchées, camouflées, improvisées, échouent toujours. Les réformes dont la France a besoin doivent être simples, franches, porteuses de justice et d'égalité. Si vous avez la réforme juste, si vous avez la réforme simple, si vous avez la réforme franche, alors, je vous le dis, vous aurez la réforme populaire, vous aurez la réforme efficace. Jacques Chirac décline le changement dont il voudrait tant être le maître d'œuvre. Devant un public où les jeunes sont très nombreux, il pose en toile de fond les valeurs républicaines, mises à mal selon lui par le chômage et son cortège d'exclusion. En articulant son discours autour de l'emploi, Jacques Chirac trace des voies, ouvre des perspectives, calendrier à l'appui, et donne en partage sa vision de la France. Jacques Chirac a 2 mois maintenant pour convaincre qu'il n'en restera pas au principe, que le changement qu'il préconise sera, comme il le promet, paisible mais fort. Jean-Michel Carpentier est en direct de la porte de Versailles. Jean-Michel, à la fois dans le style et dans le projet, Jacques Chirac cherche résolument à se démarquer d'Édouard Balladur. Oui, vous savez, il s'agit ici d'une réunion à la fois attendue et surprenante. Attendue car depuis longtemps, les amis de Jacques Chirac, la machine RPR, comme on dit, ont toujours su réunir des foules impressionnantes. On annonce près de 15 000 personnes ce soir, ce qui est beaucoup. Mais des meetings aussi gigantesques soient-ils n'ont jamais fait une élection. Ils sont un baromètre. En fait, ce qui est plus surprenant, c'est de présenter son projet en public, une façon pour Jacques Chirac de décliner le sens de sa candidature. Il veut insister sur le caractère présidentiel de sa démarche,
pour mieux critiquer le niveau, selon lui, strictement gouvernemental du programme d'Édouard Balladur. Jacques Chirac observe une fracture dans la société française et pour la réduire, il entend dépasser le clivage droite-gauche pour se référer aux valeurs républicaines car selon lui, la gauche va mettre beaucoup de temps pour retrouver ses repères. Jacques Chirac oppose donc sa méthode de changement maîtrisé face à celle d'Édouard Balladur dont il veut dénoncer le conservatisme. Alors sera-t-il entendu par un électorat plus large que son public traditionnel? C'est tout le sens et tout le pari de sa campagne. Merci Jean-Michel. Vous le disiez, un changement fort mais maîtrisé. Le projet de Jacques Chirac donne une priorité absolue à la lutte contre le chômage. Les principales mesures économiques du programme Chirac, détaillées par Léo Lamberton. La lutte contre le chômage, Jacques Chirac en fait sa priorité absolue. Avec une proposition concrète, le contrat Initiative Emploi. L'objectif, ramener dans le monde du travail ceux qui sont au chômage depuis plus d'1 an. Le moyen, l'État offre 4 000 francs par mois pendant 2 ans aux patrons qui les embauchent. Mais les salariés ne sont pas non plus oubliés. Pour éviter toute stagnation des salaires, Jacques Chirac préconise des négociations dans les entreprises. L'idée, inciter les patrons à distribuer davantage de revenus par la participation ou l'intéressement. Il reprend aussi à son compte une idée lancée il y a 2 ans. Elle consiste à augmenter le salaire net en diminuant le poids des cotisations. Enfin, la réforme de la fiscalité, Jacques Chirac la voit comme l'une des grandes affaires du prochain septennat. Il préconise de dépoussiérer toutes les différentes formes d'impôts et d'alléger l'impôt sur le revenu. Une réforme qui passe aussi par la lutte contre les déficits publics. Pour ce faire, la Cour des comptes et le Parlement seraient chargés de traquer les gaspillages. Quant à la sécurité sociale, même si Jacques Chirac pense que tôt ou tard il faudra tout revoir, pour l'instant, il ne dit pas comment. 2 réactions déjà ce soir au projet de Jacques Chirac, celle des socialistes qui jugent le programme conservateur. Quant aux partisans d'Édouard Balladur, ils pensent tout simplement que ce projet n'est pas réalisable. Réaction recueillie par Chantal Quimerlin et Jeff Wittenberg. Sous un ton très volontariste où il essaye de rompre avec la mollesse et l'immobilisme d'Édouard Balladur, quand on creuse un peu, on retrouve les thèmes traditionnels d'un discours conservateur. Par exemple, moins d'impôts, moins de charges, moins de déficit. Et à l'arrivée, c'est la protection sociale et les salariés qui en pâtissent. Sur l'emploi, qui est quand même le thème central, je vois rien de très neuf. Rien sur la réduction du temps de travail, par exemple. À l'inverse, je vois des thèmes traditionnels de la droite sur la précarisation du travail et du statut du salarié. Et puis surtout, ce que je ne vois pas, c'est les préoccupations quotidiennes des Français. Il y a des populations qui sont exposées à l'insécurité, à la drogue, au sida, il y a des questions dans les banlieues que moi je connais bien. Rien de tout cela. Finalement, où sont les Français dans le discours de Jacques Chirac? C'est un programme dans lequel on parle beaucoup de réformes, ça a le goût de la réforme, ça ressemble à la réforme, mais ça n'est pas la réforme, parce que si on en parle beaucoup, on ne dit jamais comment on fait. D'une manière générale, d'ailleurs, les orientations, nous y souscrivons. Ce que nous demandons, c'est comment M. Jacques Chirac compte le faire. Or, il dit « Je demanderai au Parlement de faire une réforme de la codification. Je demanderai au gouvernement de faire une réforme de l'emploi. » Bon, tout ceci est très gentil, on peut demander beaucoup de choses. Mais la question est de savoir comment on y arrive. Jacques Toubon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre du gouvernement d'Édouard Balladur, vous soutenez Jacques Chirac bien évidemment. On a l'impression que tout d'un coup on découvre la nécessité d'une réforme. Non, je viens de la Réunion là justement et j'ai trouvé que les propos qu'on vient d'entendre par exemple sont tout à fait étrangers à mon avis à la situation de la France aujourd'hui. C'est vrai que ceux qui critiquent Jacques Chirac comme on vient de l'entendre, en gros considèrent que la politique c'est l'art du possible. Et Jacques Chirac ce soir, il est en train d'expliquer que la politique ça doit être de rendre possible ce qui est nécessaire. Et je crois que c'est toute la différence et c'est tout le sens de sa démarche. Faire en sorte que on ne dise pas aux Français « vous ne voulez pas le changement, vous ne voulez pas bouger » et qu'on se rende compte au contraire que c'est le pouvoir en réalité qui est inerte, plein d'inertie, que c'est la politique qui est pleine de blocages et que donc il faut changer de politique pour apporter le changement que les Français veulent. Et je pense que c'est ça qu'on explique. Oui, le pouvoir, vous y êtes en quelque sorte depuis le mois de mars 1993, avec le gouvernement d'Édouard Balladur. Est-ce que ça veut dire qu'on est allé dans la mauvaise direction? Non, je pense qu'il y a 2 choses tout à fait différentes. Dans un gouvernement de cohabitation comme celui qui a été inauguré en 1993, appuyé sur une majorité parlementaire, nous avons commencé à redresser la situation du pays et nous avons réussi un certain nombre de choses qui sont très bonnes. Mais en même temps, l'élection présidentielle, chacun sait qu'elle doit en 1995, si on veut véritablement qu'elle soit ce moment crucial de la vie politique, qu'elle est,
dans notre système institutionnel, il faut qu'elle soit un changement historique. Nous faisons un choix, là, non pas pour une majorité parlementaire, on fait un choix pour savoir comment la France sera en l'an 2000. Est-ce que la fracture qu'elle subit aujourd'hui, nous allons pouvoir la réparer en retrouvant les valeurs de la République? Oui, mais Jacques Chirac dit la machine ne fonctionne plus, il dit la France est en état d'urgence. C'est la réalité. La réalité, c'est qu'après une vingtaine d'années de crise, après 14 ans de septennat socialiste, nous sommes effectivement dans un système, par exemple, où il n'y a plus de mérite, mais il y a des privilèges. Nous sommes dans un système où très clairement les revenus du capital dormant sont favorisés par rapport à ceux du travail. Ça, ce sont... Mais ça veut dire qu'Édouard Balladur a échoué. Non, ça veut depuis dire 2 ans. Ça veut dire qu'Édouard Balladur, il a travaillé pendant 2 ans au sein d'un gouvernement avec un autre président de la République et qu'il a fait avec nous. Mais il dit lui-même que la cohabitation ne l'a jamais gêné. Je crois que la cohabitation, on sait très bien ce qu'il en est. De toute façon, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir ce qu'on a fait pendant 2 ans. Le problème, c'est de savoir ce qu'on va faire pendant 7 ans. Et je pense que Jacques Chirac est le seul aujourd'hui à parler d'un projet présidentiel, d'une vision, d'une ambition pour la France. C'est ça que les Français vont choisir, et non pas de savoir si le gouvernement a été bon ou pas bon. C'est une affaire qui, en réalité, n'a rien à voir avec ce que nous allons construire si Jacques Chirac est élu président de la République. Je pense qu'il y a une erreur de perspective, et en particulier dans la démarche. Jacques Chirac a l'expérience du pouvoir, c'est vrai, il est probablement l'un de ceux, après François Mitterrand, qui a la plus grande dans notre pays, mais il a aussi l'expérience des Français. Et je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de proposer ce que les Français attendent du prochain septennat, et non pas ce que le pouvoir peut en attendre et peut en... Il y a réellement un clivage au sein même de la majorité? Je pense qu'il y a une philosophie politique qui est exactement la même. Nous avons le même sentiment de la société, mais en même temps, il y a, je viens de vous le dire, une différence de diagnostic, une différence de démarche politique, car n'oubliez pas que Jacques Chirac est en train de proposer une toute autre pratique des institutions. Il veut un président qui préside, un gouvernement qui gouverne et un Parlement qui légifère. Alors qu'aujourd'hui, on a un président qui décide, un gouvernement qui exécute et un Parlement qui entérine. Ça, cette différence considérable, cette pratique nouvelle de nos institutions, qui est d'ailleurs celle que le général de Gaulle voulait, je pense qu'elle changera beaucoup de choses, et notamment dans l'approche, dans l'écoute qu'il y aura entre le pouvoir, les hommes politiques et les Français. On sent bien que la situation est quand même de plus en plus tendue, que les échanges de coups sont de plus en plus féroces. Est-ce que vous pourrez, jusqu'à l'élection présidentielle, rester au gouvernement? Je ne le crois pas. Je pense que le débat est clairement, effectivement, entre les deux approches, les deux politiques, celle d'un changement par ajustement et celle d'un vrai changement profond, fort, comme l'a dit Jacques Chirac. Mais ça n'est aucun problème, parce qu'on ne se trompe pas d'adversaire. Je voudrais le dire, parce que j'ai entendu notamment sur votre antenne un certain nombre de propos à cet égard qui m'ont fait un peu sursauter. Ceux qui se trompent d'adversaire, ce sont ceux qui cherchent à tout faire pour que le candidat socialiste soit au second tour, et non pas ceux qui, comme nous, cherchent à l'éliminer dès le premier tour. Je crois que c'est assez évident. Il y a quand même une affaire qui a fait beaucoup parler ces derniers jours et qui fait toujours autant parler, l'affaire Maréchal Schuller. Il y a eu un échange de lettres assez vif entre Édouard Balladur et vous-même. Est-ce que vous avez l'impression que le Premier ministre s'est suffisamment expliqué sur cette affaire? Pas vif du tout. Très courtois. Le Premier ministre m'a envoyé une lettre pour me dire qu'il considérait que... Une sorte de rappel à l'ordre? À la solidarité gouvernementale, il l'a d'ailleurs dit dans ses conférences de presse. J'ai répondu ce que j'ai dit d'ailleurs sur les antennes, en public, et je peux le répéter, que je pense que c'est l'intérêt du gouvernement et l'intérêt du fonctionnement de la justice qu'il n'y ait pas d'affaire Maréchal Schuller, je veux dire qu'il n'y ait pas d'affaire politique, et que donc le Premier ministre mette les choses au point. Vous considérez qu'il l'a fait? Il le fera sûrement s'il ne l'a pas déjà fait. Je veux dire par là que ma position en tant que membre du gouvernement, c'est de dire ce gouvernement depuis 2 ans s'est conduit de manière exemplaire à l'égard de l'institution judiciaire, pour la première fois depuis très longtemps, et en particulier ça contraste avec ce que faisaient les socialistes précédemment. Il a laissé libre la justice. D'où ce qui se passe, d'où tout ce que vous avez montré au début de votre journal. Il y a aujourd'hui l'égalité de tous devant la justice, qu'ils soient puissants ou qu'ils ne le soient pas. Eh bien, ce gouvernement est exemplaire. Pourquoi allons-nous, en quelque sorte, ternir la qualité de notre action dans ce domaine par une affaire qui, pour des raisons politiques, serait exploitée et qui donnerait le sentiment que ce gouvernement veut intervenir dans la justice, alors qu'il ne l'a pas fait et qu'il ne le fera pas?
Voilà exactement ce que j'ai dit. C'est l'intérêt du gouvernement, c'est surtout l'intérêt, bien entendu, du bon fonctionnement de la justice et de la police, et nous en avons besoin. Merci beaucoup, Jacques Toubon. À propos de cette affaire Maréchal Schuller, un mot pour terminer cette page politique. Les syndicats de magistrats demandent ce soir des poursuites judiciaires contre Patrick Balkany. Le député maire RPR de Levallois-Perret se demandait ce matin dans un entretien aux Parisiens qui, du juge Éric Alphen ou de Didier Schuller, le conseiller général des Hauts-de-Seine, risquait le plus la prison. Puis je vous rappelle qu'Édouard Balladur sera dimanche soir l'invité de notre édition de 20h. Un mot de l'actualité internationale avec malheureusement encore un assassinat en Algérie. Un journaliste de 35 ans tué de plusieurs balles à Oran ce matin. Depuis une semaine, 11 personnes, des journalistes, écrivains ou musiciens, ont été victimes des organisations islamistes. Une société de vente par correspondance condamnée pour la première fois dans la région de Toulouse. Le genre de société qui promettent monts et merveilles. Mais une gagnante qui n'avait pas touché son prix a porté plainte. Elle recevra 250 000 francs de dommages et intérêts. Valérie Gachet. Oui, c'est officiel. Vous avez gagné un prix au premier tirage de notre jeu des 250 000 francs. Quand Marguerite, 83 ans, reçoit chez elle à Castres ce courrier d'une société de vente par correspondance, elle prend la nouvelle au pied de la lettre. Imaginez tout ce que vous pourrez acheter avec ces gains, dit encore la missive. C'est exactement ce que fit la vieille dame, persuadée d'empocher le pactole. Elle avait formé des projets pour aménager sa maison. 250 000 francs, imaginez tout ce que l'on peut faire avec 250 000 francs. Elle avait fait faire des devis, elle avait rêvé. Et le rêve s'est effondré lorsque elle est revenue à la réalité, lorsque elle a compris qu'on ne lui verserait jamais cette somme de 250 000 francs qui lui avait été annoncée à grand renfort de publicité. Son rêve effondré, Marguerite ne se laisse pas abattre, elle attaque en justice. Et en avril dernier, le tribunal de Castres lui a donné gain de cause en condamnant la société France Direct Service à lui verser les 250 000 francs promis. L'entreprise a fait appel de cette décision, jugeant la sanction disproportionnée. On parle du grand âge de la personne en question. Pour la sécurité du commerce juridique, la jurisprudence fait toujours référence à un consommateur moyen normalement avisé. On ne peut pas se préoccuper effectivement de l'âge ou du quotient intellectuel des destinataires des documents. L'affaire doit être réexaminée en novembre prochain par la Cour d'appel de Toulouse. Au jeu du plus fin, Marguerite sera peut-être gagnante. Je propose de passer maintenant à une actualité un peu plus légère, encore que les départs en vacances sont souvent l'occasion de parler embouteillage. Les académies de la région parisienne et de Bordeaux s'apprêtent à partir en congé. Pour la seule région parisienne, près de 800 000 personnes partiront entre ce soir et demain. Dans les gares, c'est évidemment l'effervescence. Vincent Nguyen et Bernard Puissesseau. 1, 2, puis 3. Au fil des heures, ce soir, les voyageurs de la gare de Lyon se sont transformés. De drôles de housses sur le dos, de drôles de chaussures aussi, les skieurs sont sur le départ. Les vacances en région parisienne, ça commence ce soir, alors les accros de la glisse remplissent déjà les premiers trains. Il ne s'agit pas de perdre de temps. On a fini les cours à ce midi, alors on a pris le premier train possible. Plus on est sur les pistes, mieux c'est. Faut profiter. Rien qu'aujourd'hui, la gare de Lyon attendait quelques 130 000 voyageurs à destination des Alpes. Mais bien évidemment, on a fait le nécessaire. Il faut mettre quelques 180 trains aujourd'hui au départ. Demain, samedi, quelques 180 trains aussi. Et notamment 95 TGV aujourd'hui et 95 TGV demain. Donc beaucoup de trains. Malgré tout, il était préférable de réserver sa place. On s'est pris il y a un mois, quoi. On voulait partir à plusieurs copains, puis ils n'ont pas trouvé de place, donc ils ne sont pas venus. Ils leur enverront des cartes postales. Pour conseiller tout ce petit monde, la SNCF renouvelle son opération Service Plus, déjà expérimentée à Noël. Les hommes en rouge travailleront jusqu'à minuit et demi ce soir, heure du dernier train pour la montagne. Direction donc la montagne en général, et dans les stations de ski de Haute-Savoie, on déploie des trésors d'imagination pour une clientèle qui est jugée de plus en plus capricieuse. Sur place, Marie-Pierre Samitier et Michel Anglade. Il y a ceux qui partent avec nostalgie et ceux qui arrivent avec précaution. Attention de ne pas tomber, surtout le premier jour. On achète ce qu'il faut, on trouve chaussures à son pied et on a des exigences. C'est super parce qu'on est bien accueillis, ça va vite, avec le sourire, ce qui n'est pas le cas dans toutes les stations. C'est important pour vous justement, l'accueil avec le sourire? Ah bah oui, parce que si on nous accueille en faisant une tronche comme ça, c'est pas génial. Non, là on est... Ça peut vous faire changer de station, ça? Éventuellement, oui.
Cette année, avec la concurrence et les caprices d'une clientèle difficile, les stations ont misé sur l'accueil et l'écoute. Ici, à Avoriaz, on a entendu ce qui râlait l'an dernier à cause du crottin de cheval. On a mis en place des paniers à crottin et ça paraît pas, mais c'est technologiquement plus difficile à mettre au point que le scooter électrique que nous avons parallèlement développé de façon à limiter les nuisances dans la station. Donc les gens sont très sensibles maintenant à tout ce qui est nuisance, pollution, que ce soit bruit, sonore ou visuel. Pour éviter ceci, voici ce qu'il a fallu installer. C'est du cousu main et du sur-mesure. Morzine, station plus familiale, connaît-elle aussi les aléas de la concurrence et les caprices de la clientèle. Je pense que s'il y a mécontentement, elle part facilement. Qu'est-ce qui peut suffire pour la faire partir? Il suffit d'un mauvais accueil quelque part et tout de suite on a une image qui est un petit peu déformée de l'endroit où on vient. On a besoin pas seulement de la neige, c'est vrai, mais c'est aussi tout l'environnement qu'il y a autour et qui nous permet de pouvoir passer un bon moment. Ça veut dire que si une station vous accueille mal, vous en changez? Ah oui, oui, ça tout à fait. Oui. Morzine a élaboré une charte des commerçants pour un label de qualité, afin de satisfaire des vacanciers qui cherchent le calme et le repos. C'est vrai, quand on arrive là, on est plutôt un peu énervé. Vanessa Paradis a été brièvement interpellée à Montréal en possession de 3 grammes de hashish dans son sac à main. La chanteuse a dû payer une amende de 2500 francs et n'a pas pu se rendre sur le territoire américain pour assurer la promotion de son film Elisa. Elle a été obligée de rentrer en France. Et puis vous avez été très nombreux hier soir à écouter Brigitte Bardot qui venait dénoncer les conditions dans lesquelles seraient transportés les animaux. Elle avait mis en cause le ministre concerné, Jean Puech, le disant insensible à la souffrance des bêtes envoyées à l'abattoir. Le ministre de l'Agriculture a répondu aujourd'hui, les éleveurs sont caricaturés, dit-il, alors qu'ils sont les premiers à défendre la qualité du bétail. Il y a, a-t-il dit, à Toulouse, des positions émotives, sentimentales et passionnelles sur ce dossier, alors que pour certains pays, l'approche économique prime. 150 ans après la mort de John Dalton, un savant célèbre, mais qui a aussi laissé son nom au daltonisme, cette maladie qui touche la vision des couleurs, une étude est publiée par la très sérieuse revue britannique Science. Elle permet de mieux comprendre la maladie. Jean-Daniel Fezaki à Londres. Brillant chimiste et physicien, Dalton commença à se poser des questions à l'âge de 28 ans quant à sa vision. En effet, pour lui, le cachet de cire rouge et la feuille verte du laurier avaient la même teinte. Et puis, ces fleurs, que vous et moi voyons roses, lui, il les voyait bleues à la lumière du soleil, et il les voyait un peu plus jaunes, voire rouges, à la lumière de la chandelle. Il pensait qu'il y avait un filtre bleu dans son humeur vitrée, et il demanda donc qu'à sa mort, on examinât ses yeux pour découvrir ce filtre. Ses yeux, conservés au musée de Manchester, s'avérèrent parfaitement normaux. On sait aujourd'hui en fait que c'est sur la rétine que se situent les récepteurs de la couleur. Dalton était mort, mais le daltonisme venait de naître, mais bizarrement pas en Angleterre. C'est en français que le mot daltonien a été utilisé pour la première fois par Prévost de Genève. Et le mot daltonisme est devenu ensuite d'usage courant. Comme pour se rattraper, il y a quelques semaines, 150 ans après la mort de Dalton, les chercheurs britanniques sont allés prélever quelques fragments de l'œil du grand savant. Grâce au dernier cri de la technique biologique, ils ont pu faire un diagnostic. Dalton était bien daltonien, il lui manquait très précisément une couleur. Il avait le gène pour le rouge, pas pour le vert. La vie de Dalton n'a donc pas été rose. Ses amis ne devaient pas comprendre pourquoi il s'extasiait devant les magnifiques gazons rougeoyants anglais. Ne parlons pas non plus des petits pois dont il n'a jamais connu la couleur. Et quand il mangeait le roast beef dominical, il a toujours pensé que la sauce à la menthe, c'était du ketchup. Toujours en Grande-Bretagne, 2 supporters britanniques impliqués dans les incidents de Dublin mercredi soir au cours d'une rencontre amicale entre l'Irlande et l'Angleterre ont été condamnés à 2 mois de prison ferme. Tous les autres hooligans interpellés ont été libérés. Après un début de tournoi plutôt difficile, Mary Pierce reprend des couleurs à l'Open de tennis de Paris. Une victoire assez facile en quart de finale cet après-midi contre l'Australienne Wisner sur place François Brabant. Ça fait un peu piscine, mais au moins c'est tranquille. 15 h, Mary Pierce s'échauffe à l'écart. C'est son 2e match du tournoi et le premier n'a pas été fameux. Derrière les hublots, la tension monte.
16 h, l'heure de se jeter à l'eau. Au tour précédent, Mary Pierce a failli toucher le fond avant de gagner en 3-7. Cette fois contre Judith Wissner, l'Autrichienne, elle attaque, pied au plancher. Un premier set facile, le deuxième beaucoup moins. Sans être réellement inquiétée, Marie a paru légèrement absente par moment. Heureusement, question puissance, elle était de loin la meilleure. Score final, 6-2, 6-4. Ça n'a pas été sans mal, mais Mary Pierce est en demi-finale. Au début, elle me faisait des balles un peu hautes, c'était facile pour attaquer. Mais au deuxième manche, elle a commencé de jouer plus plat et plus fort. On a l'impression que c'est un petit peu la concentration qui parfois saute un petit peu dans votre tête. Est-ce que dans un coin de votre tête, il n'y aurait pas déjà cet grave? Non, il ne faut pas que j'ai Steffi dans ma tête déjà parce que j'ai un autre match à gagner. Et puis elle aussi. Mais ça serait vraiment génial de jouer contre elle en finale. Mais avant ça, encore un peu de tennis pour changer. 18 h, un double avec Novotná pour finir la journée. Question concentration, il y a sûrement encore des efforts à faire, mais question santé, c'est parfait. L'équipe de France de rugby sera, elle, favorite demain pour sa 3e rencontre du tournoi des 5 nations. France-Écosse au Parc des Princes, sur notre chaîne bien évidemment en direct. La France est favorite, mais aura-t-elle digéré la gifle prise en Angleterre il y a 15 jours? Enquête de Thierry Clopeau et André Issora. La claque reçue il y a 2 semaines à Twickenham n'a pas entamé la popularité du 15 de France. 2000 jeunes à chaque entraînement à Clairefontaine pour voir Pierre Berbizier secouer ses troupes qui ont pêché de la vie de tous par manque de fraîcheur physique. Des joueurs français qui digèrent tant bien que mal le couac d'Angleterre. Bon, là, on a pris un sacré coup parce qu'on était parti remonter, comme on dit, et je vois qu'on est redescendu sur terre, je crois, difficilement, et ça nous a fait très mal, et je crois on a eu un début de semaine difficile, et on a dû se remettre avec notre club en championnat. Je crois que cette semaine, bon, j'ai remis les pendules à l'heure pour bosser, effacer les lacunes et les fautes qu'on a fait à l'Angleterre. C'est vrai, tout le pack d'avant a travaillé d'arrache-pied pour retrouver cette fameuse condition physique. Mais cette défaite de toute façon a laissé des traces. Laurent Cabane a critiqué cette semaine l'immobilisme de la fédération qui continue de faire jouer le top 16 en même temps que le tournoi des 5 nations, alors que les Anglais, eux, ont 3 fois plus de temps de récupération. À la fédération, on veut calmer le jeu, d'autant plus que le tournoi cette année n'est pas la priorité. On a choisi aujourd'hui, il faut le dire clairement, la préparation pour la Coupe du Monde, 1 mois et demi sans compétition, de façon à préparer dans une préparation commando une sélection de l'équipe de France qui soit prête pendant 1 mois et demi pour affronter les meilleures nations du monde en Afrique du Sud cet été. Le tournoi, c'est quelque chose d'un peu particulier qui doit se gérer dans un temps limité, avec une compétition que l'on connaît, qui est celle du top 16. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut aborder en responsabilité et pas en accusant ni les uns ni les autres. Au-delà du tournoi, la France a donc les yeux rivés vers cette Coupe du Monde. Allez le stade, ce soir, on vous met le feu. Disque d'or des Droppers sera d'ailleurs la chanson officielle en Afrique du Sud du 15 de France. Ce match contre l'Écosse semble être en fait surtout un passage obligé, une rencontre du rachat. Il ne faudrait pas pourtant, pour le moral, que ce soit comme contre l'Angleterre, un nouveau pétard mouillé. Dans la Coupe de l'América, la météo vole au secours du défi français. À cause du manque de vent, les régates de la nuit dernière ont été annulées au moment où France 3 se faisait distancer par l'un des favoris, Team New Zealand. Soulagement pour Marc Pajot, mais une séance d'autocritique animée. À San Diego, en Californie, Yann Lavoie et Frédéric Basile. De retour à la base française, après la régate annulée face aux Néo-Zélandais, s'improvise une analyse de cette demi-course entre Philippe Briand, l'architecte des bateaux France de France 3, et Marc Pajot. Car il faut vite savoir pourquoi les Français avaient déjà 1 minute 50 de retard sur Team New Zealand à la première bouée. C'est énorme. Et cela inquiète. D'autant que l'on sait que tous les concurrents, sauf les Français, ont changé la quille de leur bateau entre le 2e et le 3e tour. Une modification qui est essentielle car elle permet d'améliorer les performances. Pourquoi alors les Français n'ont-ils pas eux aussi rejaugé? On a jugé que ce n'était pas nécessaire. Je crois qu'il faut être en accord avec son propre programme. Il ne faut pas réagir par rapport aux autres parce que sinon on perd complètement les pédales. Donc attendons encore quelques courses pour parler de ce genre de problème. On a fait assez peu de travaux entre les 2 round robin puisque la période allouée était courte, on n'a eu que 6 jours et on a fait surtout des essais en vue de développement ultérieur durant cette période. D'accord, le changement de quille est prévu pour le 4e tour, mais ne sera-ce pas trop tard? Car comme l'avoue Marc Pajot, c'est bien maintenant qu'il va falloir gagner.
On sait que maintenant, les 3 courses qui arrivent sont les courses de la Coupe América du défi français de 1995. Donc ce sont des courses fondamentales que l'on aborde avec passion et le plus de concentration possible. La seule note d'optimisme, c'est cette image juste avant que les organisateurs ne décident d'annuler la régate. On voit les Français revenus dans le sillage des Néo-Zélandais, mais les conditions sont extrêmes, c'est pétole, il n'y a plus un souffle de vent. Mais heureusement, la détermination, elle, souffle encore à bord de France 3. Je vous propose pour terminer ce journal de faire connaissance avec la dernière trouvaille des comiques français. Il s'appelle Danny Boone, formé à la meilleure école, celle de la rue, où il faisait rire les passants. Il continue de faire rire, mais dans une salle au Palais des Glaces à Paris, où l'on rencontrait Thirier et Marie-Pierre Cassignard. Quelques mots sur le papier avec un ami, et très vite, ça a fait tilt. Sa tête, vous la connaissez déjà. C'est ça que tu dis, j'ai les oreilles décollées, ça? Fais gaffe. Entre les oreilles, un cerveau entièrement dédié au comique. Son nom est Boone, Danny Boone. Visage et silhouette de cartoon, mais c'est normal, puisqu'il a longtemps travaillé comme graphiste pour les dessins animés. Signe particulier? Speed, oui, sûrement un peu. Tous les soirs à 20h30, il déprime pour éviter aux autres de le faire. Ah, en pleine forme. Oh, je serais bien retourné travailler. Si j'avais du boulot. Comme tous les clowns, les vrais, un grand amour dans la vie, la musique. Je m'appelle Jackie. En fait, je m'appelle Danny, mais c'est pour pas qu'on me reconnaisse. Et je suis Ch'timi. Ch'timi, c'est vrai, il est d'origine belge. Deux modèles, Jacques Tati et Peter Sellers, toujours sur le qui-vive, toujours prêt à apprendre. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais une erreur. En fait, bêtement, je lisais une ligne et je la continuais sur l'autre page. Alors, il faut s'arrêter au collage. Aujourd'hui, il a 28 ans, ce qui ne saurait durer. Son succès, lui, n'est peut-être pas prêt de s'arrêter. Mais qu'en pense le public? Bravo. Je crois que c'est clair. Danny Boone. Voilà, c'est la fin de cette édition. Après la météo de Nathalie Riouet, le point route de Valérie Maurice, puis les 5 dernières minutes, puisque vous le savez, le match de Coupe de France de football entre Le Havre et Paris Saint-Germain est initialement prévu ce soir et reporté et sera diffusé dimanche à 17h30 en direct sur notre chaîne. Puis Bouillon de culture et Taratata, vers 0h45, le dernier journal présenté par Catherine Sellac. N'oubliez pas demain matin à 11h la revue de presse de la revue de campagne de Michel Cotta. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h et à 20h. Très bonne soirée.